Merci Séverine. Alors, c'est moi qui vais partager. Euh, alors, peut-être vous dire d'où je parle d'abord. Donc, Éric Mellet, je suis président de Sol France et j'ai rencontré cette association en 2005, alors que j'ai travaillé pour L'Oréal. J'ai travaillé pour L'Oréal pendant 29 ans et en faisant bien sûr plein de choses différentes en France et à l'international. Et il se trouve qu'à un moment donné de mon parcours, c'est d'ailleurs le dernier job que j'ai eu, avant de partir, j'étais amené à créer d'abord une université pour accompagner le lancement d'une marque dans 40 pays, une marque américaine, et puis ensuite cette université est devenue une académie, et puis après une retail academy, enfin bon, à la fin avec un scope de près de 900 000 personnes dans le monde. Et au tout début, alors que je parlais avec un consultant, il m'avait posé la question, quand je lui avais décrit un peu les principes de l'université, de savoir si j'avais entendu parler d'organisation apprenante. Et ouais, j'avais jamais entendu parler de ça, et donc c'est lui qui m'a invité à me rapprocher de Sol. Et c'est là que j'ai découvert que finalement, comme beaucoup de personnes ici peut-être, j'avais développé une organisation apprenante sans le savoir. Donc j'ai lu le livre à ce moment-là de Peter Senge, La cinquième discipline, qui est un gros pavé pour ceux qui l'ont pas lu, qui est passionnant, et qui en même temps peut aussi par moments paraître un peu théorique, hein, puisque c'est le côté génial de Singé, chercheur au MIT, à un moment donné, de formaliser les 5 disciplines de l'organisation apprenante. Ce qui m'intéressait par rapport au parcours que j'avais, qui était vraiment un parcours d'opérationnel, c'est au-delà, ce qu'on aime bien faire aussi en recherche, hein, c'est au-delà de Peter Senge, d'aller comprendre finalement sur quoi lui s'était appuyé pour arriver à cette formalisation des 5 disciplines. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. On va pas rentrer dans les 5 disciplines en elles-mêmes, ça fera l'objet d'un prochain webinaire, mais plutôt d'essayer de comprendre ce qui a pu nourrir son inspiration. Alors il y a bien sûr plein d'inspirations diverses, hein, il y a des chercheurs, entre autres. Mais moi, je me suis axé sur 2 personnages que, en général, on ne connaît pas. On va voir avec vous. Et ces 2 personnages, en tout cas, qui ont travaillé avec Peter Senge, ou qui ont fait travailler plus exactement Peter Senge dans leurs organisations, et en tout cas, qui se sont révélés des sources très inspirantes pour lui. Alors, juste avant de commencer, peut-être dans le chat, juste en un mot, parce que là on va très vite, juste en un mot de comment vous vous sentez au début de cette session. Si on peut mettre ça dans le chat. Curieuse, c'est bien, ça commence par là. Enthousiaste, curieuse, envie d'aller plus loin. Ok, bah alors on va partir avec ça. On verra à la fin. Euh, donc je reviens à ma présentation. Ok. Alors, si je vous demandais déjà pour commencer, qui c'est qui a une carte Visa parmi vous? Peut-être par signe de la main, voilà. Ok, bon, globalement, quasiment tout le monde a une carte Visa. C'est super. Alors la question suivante, c'est bah, qui dirige Visa? On connaît Elon Musk, on connaît Bill Gates, on connaît Zuckerberg, enfin on connaît tous ces gens-là, mais qui dirige Visa? On ne sait pas. Comment ça marche, Visa? On ne sait pas. Pourtant, Visa, c'est 3500 milliards de transactions, c'est 80 millions de points de vente, c'est plus de 7000 banques qui sont dans le système de Visa. C'est près de 4 milliards 300 millions de personnes qui portent une carte Visa. Et curieusement, on sait très peu de cette organisation. C'est pourtant celle avec laquelle je vous propose de démarrer, puisque Dee Hock, en l'occurrence ce monsieur, alors je vais commencer par l'histoire rapidement, et puis je vous donnerai quelques éléments
qui, à mon avis, font partie, enfin pas qu'à mon avis d'ailleurs, parce que c'est lui-même qui l'a dit, donc font partie de ce qui a pu nourrir la réflexion de Singuet sur les 5 disciplines. Et je vous montrerai les 5 disciplines pour celles et ceux qui ne les connaissent pas à la fin de la session, bien sûr. En tout cas, D-Hawk, donc, on est à la fin des années 50, on est au début des années 60, hein, voilà, milieu des années 60. Et D-Hawk, c'est un petit cadre. Quand je dis petit cadre, ça n'a rien de péjoratif, hein, mais en tout cas, c'est un cadre intermédiaire d'une banque en Californie qui s'appelle la Bank of America, qui est l'une des plus grosses banques aux États-Unis à cette époque-là. Et D-Hawk, c'est un cadre qui est un peu rebelle, voilà, qui est très bon, mais qui a un peu cette posture de rebelle qui est souvent en avance de phase par rapport au reste de l'organisation. Et c'est le moment où aux États-Unis, le système des premiers, des ancêtres de nos cartes bancaires explose. Donc chaque banque, il y en a des milliers, chaque banque commence à créer sa carte. Alors bien sûr, à ce moment-là, il n'y a pas de digital, hein, donc c'est des cartes toutes simples. Mais en tout cas, ça explose dans tous les sens. Et son patron, donc le directeur de Bank of America, lui propose d'essayer de réfléchir à une façon d'harmoniser un peu tout ça, parce que ça part dans tous les sens. Et c'est le challenge que va relever D-Hawk. Il n'a pas de budget, il a pas d'équipe, hein, donc il va commencer finalement avec très peu de moyens. Il va juste commencer avec 4 personnes. Alors, je m'inspire, il y a plusieurs bouquins, mais celui dont je m'inspire particulièrement, là, c'est un livre qui s'appelle One from Many, qui n'est pas traduit en français malheureusement, où il raconte justement cette histoire de la création de Visa. Et donc il commence avec voilà 4 personnes à réfléchir. C'est un passionné de nature. Il observe beaucoup la nature. Il aime méditer aussi dans la nature. Il est très attentif aussi à ces questions personnelles. C'est un peu quelqu'un de voilà en quête, en recherche intérieure aussi, D-Hawk. Et il observe la nature beaucoup. Et il va, il va à partir de là euh, réfléchir à ce que pourrait être une structure différente de tout ce qui s'est passé et une structure qui finalement euh, rassemble à la fois ce qu'il y a dans la nature, c'est-à-dire de l'ordre, de la récurrence, hein. La nature, elle répète les choses. Deux zèbres qui se reproduisent, ça fait pas une gazelle ou un lion, c'est bien un zèbre. Donc il y a de la récurrence, il y a de la répétition. Seulement, s'il y avait que de la répétition dans la nature, bah, finalement, un peu comme une imprimante, au bout d'un moment, ça s'appauvrirait. Et donc la vie a cette intelligence d'avoir à côté de l'ordre et de la répétition créer cette notion de chaos, c'est-à-dire de bifurcation, à un moment donné, quelque chose de nouveau apparaît. Et c'est comme ça qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs, parce que bah, il y a ce mélange d'ordre et de chaos, et c'est ce qui va l'amener à définir d'ailleurs le terme d'organisation chaotique, qui, comme vous le voyez, et c'est lui qui le définit comme ça, chaotique, c'est un système autogéré qui synthétise harmonieusement des aspects préalablement considérés comme opposés, donc là en l'occurrence le chaos, l'ordre, la coopération et la compétition. Et c'est à ça qu'il va être amené à réfléchir et sur quoi il va devoir agir pour finalement, déjà à l'échelle des États-Unis, trouver une façon d'harmoniser toutes ces banques pour créer le système qui va s'appeler Bank of America avec un concurrent qui est Mastercard à l'échelle des États-Unis. Puis quand il va avoir fait ça au niveau des US, bah, on va lui dire bah, maintenant, faut le faire au niveau international. Et c'est comme ça que Visa International va voir le jour. Donc, 3 principes essentiels, il y en a beaucoup, on pourrait y passer des heures, hein, c'est passionnant. Je vous invite vraiment à creuser D-Hawk. Mais en tout cas, d'abord cette idée donc de chaotique, de mélange d'ordre et de chaos. Et donc pour lui, c'est essentiel dans une organisation qui est à la fois euh, quelque chose qui soit suffisamment contenant pour en assurer la pérennité, mais en même temps suffisamment ouvert, suffisamment euh, adaptatif pour que justement cette organisation puisse se développer en fonction de son environnement et surtout des choses de l'imprévu, de l'incertain qui se produisent sans arrêt dans l'environnement. Je vous rappelle, on est dans les années entre 65 et 70, c'est encore plus vrai en 2025.
Donc la notion d'organisation chaotique. Le le deuxième sujet sur lequel il va réfléchir quand il va penser à Visa, c'est la notion d'émergence. C'est-à-dire que comme il n'a pas les ressources tout seul, que c'est quand même un projet à l'échelle mondiale qui est colossal, ben, tout n'est pas contrôlé, c'est pas du descendant, hein, c'est beaucoup de la confiance dans le système et dans sa capacité à s'auto-organiser. Donc là encore, avoir une approche euh, qui donne très peu de principes. Je ne peux pas rentrer dans les principes, mais en fait, il y a très peu de principes au départ de la création de Visa, mais c'est un principe très fort qui donne une colonne vertébrale. Et ensuite, c'est la liberté, l'autonomie, la décentralisation, le pouvoir de créer à côté du système. Donc ça, c'est essentiel, cette notion d'émergence, et donc qui remet en question le mode d'exercice de la gouvernance classique, hein, qui est plutôt bah, le COMEX, qui a les idées, qui a la stratégie, qui est là pour ça d'ailleurs, et qui ensuite fait redescendre à tous les niveaux de l'organisation les idées stratégiques qui sont le fruit de ces réflexions. Là, on est dans quelque chose alors, il y a de la gouvernance, bien sûr, mais par contre, on est dans quelque chose qui favorise l'émergence, donc bottom-up, que ça vienne d'en bas aussi, que les idées remontent et que ça vienne nourrir justement une direction générale qui finalement reste à l'écoute. Et c'est ça, cette notion de leadership paradoxal dont parle aussi Dee Hock et qui va mettre en œuvre. La notion de leadership paradoxal, c'est que le leader n'est pas là pour tout savoir. Le leader n'est pas là pour tout contrôler. Le leader n'est pas là pour avoir une vision précise sur tout ce qui se passe dans son organisation. Le leader, il est là pour justement créer cet environnement, favoriser cet équilibre entre le chaos et l'ordre. Et dans son esprit, c'est plus un rôle de facilitateur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la facilitation, bah, c'est un sujet dont on parle beaucoup à Sol France en 2025, mais c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est que déjà dans ces années-là, bah, c'est quelque chose qui est pressenti comme un mode de fonctionnement et comme une posture de leader, d'être vraiment facilitateur. Donc on est bien sûr dans une organisation qui est une organisation qui considère pas comme une mécanique, mais qui considère comme quelque chose de vivant, on va y revenir après, donc d'organique, et qui doit, en fonction de la complexité des environnements différents, ben là en l'occurrence dans le monde des banques, hein, une fois de plus, toutes les banques sont en compétition les unes avec les autres, mais là il s'agit de créer quelque chose qui, à côté de la compétition, les mette aussi en coopération, puisque c'est ça Visa. On a une carte Visa, et quelle que soit la banque dans laquelle on est, et quelle que soit la banque du commerçant chez lequel on va. Donc, il y a vraiment cette notion aussi de complexité initiale, de réflexion autour de cette complexité. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'émergence est essentielle, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc, notion de la complexité et notion de ce qui est la cinq disciplines, hein, on y reviendra après, mais de systémique. C'est-à-dire que le système ne peut fonctionner que s'il tient compte de toutes les parties prenantes qui le composent. Et que si toutes les parties prenantes qui le composent y trouvent un intérêt. Alors, à ce stade-là, parce que le temps passe très vite, avant d'attaquer le deuxième exemple, une fois de plus, on pourrait rentrer davantage dans le détail, mais j'essaie de rester sur voilà, les trois pistes essentielles. Bah, quelle réaction? Qu'est-ce que ça vous inspire? On est en petit groupe, donc on va rester. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, certains connaissent les cinq disciplines, d'autres moins, hein. C'est pour ça que j'ai pris le parti de commencer tout de suite par les expériences. Mais voilà, résonance à ce stade, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire de Diahawk? Je veux bien partager. Pour moi, ça inspire du vécu.
puisque dans l'organisation dans laquelle je travaillais précédemment, j'ai eu la chance d'intervenir comme DRH et pendant un certain temps en tout cas, on a construit l'organisation de cette manière basée sur une décentralisation, alors un peu forcée puisque c'est une organisation qui s'est constituée à partir d'acquisitions, donc une vingtaine d'acquisitions en 5 ans. Donc il fallait vraiment intégrer toutes ces nouvelles parties du système euh, en leur faisant confiance et en mettant en place, alors nous on appelait ça servant leadership de Robert Greenleaf qui avait développé ce concept aussi dans les mêmes années. Donc, en favorisant finalement une décentralisation et en faisant que finalement nos talents étaient les experts de l'organisation et que c'est eux qui allaient faire émerger finalement les meilleures options pour nous. Donc j'ai vu une organisation fonctionner comme ça. Pour moi, ça résonne beaucoup et je sais que ça peut fonctionner. Voilà le témoignage que je peux apporter. Merci, merci Valérie. Autre réaction par rapport à ce que vous vivez, hein, quelle que soit votre situation, que vous soyez en organisation, ou consultant, ou coach, enfin peu importe, comment ça résonne? Bien, mon entreprise s'appelle Team Experiences et donc je me retrouve bien dans votre discours et en particulier chaque fois qu'on lance un challenge, qu'on lance une activité que l'équipe ou les équipes ou même le groupe doivent résoudre, eh bien ils vont passer par cette phase en particulier d'émergence parce qu'ils se connaissent à peine, il faut qu'ils trouvent des idées, mais il faut aussi qu'ils s'organisent, il faut qu'ils créent. Et quelle que soit l'activité, qu'il s'agisse de construire un pont en bambou ou qu'il s'agisse de régler, même d'apprendre la musique, etc., de faire un concert ensemble. Voilà, donc pour moi, c'est tout à fait dans mon univers. Merci. Une dernière résonance peut-être? Je pourrais compléter avec ce que vivent, en tout cas ce que vit un grand groupe comme Renault actuellement. C'est-à-dire que à la fois, on est dans une approche très industrielle, donc il est indispensable effectivement d'avoir ces COMEX structurés pour nous permettre d'avancer. Et en même temps, on est très fortement challengé dans notre écosystème, que ce soit au niveau de la matière première, que ce soit au niveau de la compétition asiatique, que ce soit au niveau des ventes, hein, tout simplement qui ont tendance à baisser. Et de facto, en fait, il est nécessaire de permettre cette émergence justement de nouvelles idées, d'autant plus avec des collaborateurs qui ont une longue expérience. Ce à quoi on est confronté, si on peut le faire, il y a vraiment des résultats qui sont ultra intéressants. Ce à quoi on est confronté, c'est le temps. C'est-à-dire que cette émergence a besoin d'espace et voilà. Et il est nécessaire de pouvoir libérer cet espace avec un espace-temps. Et aujourd'hui, c'est une grande contrainte. Absolument, merci, merci Audrey. Oui, c'est là où c'est intéressant, comme je vous le disais au départ, hein, D-Hawk, il s'inspire beaucoup de la nature et de la biologie, et on est en plein dedans. C'est d'ailleurs le thème des premières rencontres de l'Observatoire de l'apprenance de sol dont parlait Séverine, hein, les organisations apprenantes au service du vivant. Euh, on se rend compte que l'on soit dans les organisations ou effectivement en dehors des organisations, les consultants, les coachs qui accompagnent le changement, que le temps, comme le disait Audrey, c'est la donnée qui est aujourd'hui sûrement l'un des facteurs les plus importants des problématiques qu'on rencontre. C'est-à-dire le temps, la conception du temps, le court-termisme, la volonté d'aller tout de suite au résultat, de s'intéresser plutôt au quoi et au combien qu'au comment. Et l'un des facteurs, en tout cas à mon avis, qui fait qu'on est dans cette situation, parce que le changement, effectivement, ou l'émergence, ça prend du temps. Et on y reviendra par la suite, mais être dans une vision partagée, non pas une vision partagée qui vient d'en haut, hein, et qui descend en plus fine sur l'ensemble des membres de l'organisation, mais dans une vraie vision partagée au sens de D-Hawk avec Visa, au sens de Peter Senge, c'est la somme de toutes les visions individuelles.
Donc ça demande un processus effectivement qui s'inscrit dans le temps, mais quand il est mis en œuvre, est beaucoup plus solide et beaucoup plus pérenne, puisque tout le monde a été associé, que la vision effectivement d'un leadership centralisateur qui est principalement axé sur le contrôle et qui se sent investi de cette mission d'être d'être en charge de la stratégie. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, la stratégie est souvent déconnectée justement de l'opérationnel et du terrain. Donc merci pour ça. Je vous propose de passer à une deuxième source d'inspiration pour Peter Senge. En l'occurrence, c'est un monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer parce qu'il était très proche de Sol France. Il était à l'origine d'ailleurs impliqué dans la création de Sol France. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Harry de Geus, qui est néerlandais d'origine et qui lui a travaillé pendant près de 30 ans au sein de, vous reconnaissez le logo peut-être, de Royal Dutch Shell. Il avait fait plein de jobs d'opérationnel hein, dans des pays. Il avait été patron d'unité opérationnelle, patron d'usine, enfin bon, plein de choses. Et il se retrouve, au début des années 80, il se retrouve directeur de la prospective de Royal Dutch Shell. Et c'est à ce moment-là que, en prenant ce poste, d'abord, il se pose la question puisque l'idée de la prospective, c'est principalement de la planification. Voilà. Donc, lui, en tant qu'opérationnel, il se pose la question de savoir à quoi ça sert finalement de planifier. On sort en plus de crises pétrolières dans les années 73-74, premier choc pétrolier. Euh, Beaucoup de boîtes y ont laissé des plumes hein, dans ce secteur, moins justement Shell. Pourquoi? Parce que bah, justement ils s'y sont préparés et on va voir comment. Et donc Harry de Geus, en tout cas, donc là c'est pareil, il y a un livre alors qui est traduit en français mais qui est très difficile à se procurer. En français c'est La pérennité de l'entreprise, bon, qui est moins fort comme titre que The Living Company, hein, qui veut bien dire ce que ça veut dire, l'organisation vivante ou la compagnie vivante. Donc, Harry de Geus, il a effectivement, à un moment donné, cette idée de s'intéresser à la longévité des entreprises. Voilà. Qu'est-ce qui fait que des entreprises vivent plus longtemps que d'autres? Et ils vont mener, donc avec Shell, ils vont mener une enquête et ils vont étudier une trentaine d'entreprises dans le monde qui ont une longévité étonnante. La plus ancienne a 700 ans, s'appelle Stora. C'est une boîte suédoise, je crois, ou danoise, je ne sais plus exactement. En tout cas, Sumitomo, enfin, ils vont étudier comme ça ces organisations qui ont vécu plus d'un siècle. Et l'idée, bien sûr, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ces organisations, alors que la moyenne à l'époque, elle est de 40 ans, hein, la moyenne d'âge des organisations, ben, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vivent 100 ans, 300 ans, 700 ans? Et donc, après avoir étudié ces entreprises et cette longévité, il va arriver à la conclusion que la clé principale, hein, il y a d'autres facteurs, mais la clé principale, c'est justement la capacité qu'ont eu ces organisations à apprendre. C'est-à-dire que pour vivre 300 ans ou 700 ans, ça veut dire qu'on est passé au travers des révolutions, des épidémies, des guerres, des secteurs d'activité qui n'étaient plus utiles. Et donc, on a été capable de changer d'activité, de s'adapter. Donc, finalement, ce qui repère, c'est cette notion d'apprentissage, de capacité à apprendre et de capacité à apprendre surtout en collectif, c'est-à-dire au niveau organisationnel. Et donc là, il y a trois idées. Une fois de plus, avec Harry de Gus, il y a plein de choses. Il y a des vidéos de lui sur YouTube, comme pour D-Hawk d'ailleurs, hein, si vous voulez aller plus loin. Mais j'ai retenu trois idées centrales parce que ça serait trop, sinon, si on rentrait dans le détail. Mais en tout cas, déjà, cette idée de passer de la prédiction, c'est-à-dire la planification, en gros, à l'origine, c'est pour prévoir le futur.
Voilà. Surtout dans des industries comme l'industrie pétrolière, il faut penser à très long terme, c'est des investissements colossaux. Donc la planification, à l'origine, ça sert à prévoir le futur. Or, dans un univers qui déjà dans les années 70 devient incertain, on est en 2025, 55 ans plus tard, euh, donc déjà là, lui se dit, ben non, c'est pas ça le rôle de la planification. C'est pas de prévoir le futur, mais c'est de créer des circonstances, de créer des, euh, des moments dans lesquels les cadres vont être amenés à revoir leur façon de penser, vont être amenés en échangeant des hypothèses, en remettant en question leur grille de lecture classique, à innover, à découvrir de nouvelles façons de faire en pensant différemment. Et c'est ça, cette idée qui est essentielle dans le travail de Harry de Guss, c'est que petit à petit, il va faire évoluer donc le, ce qui était la planification, la planification classique vers ce qu'il appelle le scénario planning, c'est-à-dire qu'on va faire jouer les cadres de Shell. En gros, on fait comme si, c'est-à-dire que quand on était enfant, tous, on a fait comme si plein de trucs, comme si on était des cow-boys des Indiens, comme si on était bon, des héros. Voilà. Et puis à un moment donné, on devient adulte et là, on oublie de faire comme si, parce que finalement, on a des croyances qui sont ancrées et on est plutôt en recherche de conforter nos croyances que de les remettre en question, parce que c'est bien sûr beaucoup plus coûteux en termes d'énergie. Et ce dont il se rend compte, c'est que si donc il demande à ses cadres à l'époque de Shell de penser en dehors du schéma classique, bah, il n'arrive à rien. Comment les amener et les forcer quelque part à penser différemment? C'est en les faisant jouer. Donc en créant des situations dans lesquelles bah, ces cadres justement vont être amenés à se lâcher, parce que comme on fait comme si, bah, on a le droit de dire des choses. Sinon, on s'auto-censure entre nous. Donc, le jeu et l'apprentissage collectif devient le levier majeur de ce qu'est la planification. Et la planification devient, de fait, le département de la planification devient un vrai levier de changement organisationnel. Et pour être l'une des personnes qui a influencé Harry de Guss, c'est Piaget. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais Piaget, lui, il a réfléchi au système d'apprentissage. Et selon Piaget, en fait, il y a deux façons d'apprendre. Il y a l'apprentissage par assimilation. Donc, par assimilation, c'est j'intègre une nouvelle expérience dans un schéma que je connais déjà. Ça, c'est l'assimilation. Et à côté de l'assimilation, Piaget propose un autre système qui est complémentaire et qui vient en général quand l'enfant grandit, c'est le système de l'accommodation. C'est-à-dire que je suis obligé à ce moment-là de modifier mon système initial pour intégrer de nouvelles idées. Et c'est ça en fait qu'il va proposer au cadre de Shell, c'est passer de l'assimilation, en gros je renforce ce que je sais déjà et je reste dans ma zone de confort, pour aller vers plus à travers le jeu de l'accommodation, c'est-à-dire que je vis des expériences qui m'amènent à découvrir d'autres modes de pensée et de raisonnement. Et de les découvrir non seulement sur le plan individuel, mais de les découvrir sur le plan et de les partager sur le plan collectif. Donc dans un cas, j'ajuste la réalité à mes idées, ça c'est l'assimilation. Dans le cas de l'accommodation, j'ajuste mes idées à la réalité. Et bien sûr, la réalité étant par nature différente d'une personne à une autre et en mouvement perpétuel, l'accommodation, l'apprentissage par accommodation est essentiel lorsqu'on veut rester innovant. La deuxième idée sur laquelle j'aimerais partager avec vous les travaux de recherche et aussi de mise en œuvre pratique de Harry de Guss, c'est justement la nature des processus de décision. Alors, finalement, c'est un peu lié à la première, c'est-à-dire que euh, le processus de décision, jusque-là, dans une vision mécaniste de l'organisation, ce sont ceux qui sont en haut de l'organisation et qui sont censés savoir euh,
savoir par rapport aux connaissances et aux expériences qu'ils ont préalablement, ils sont censés savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre pour l'avenir de l'organisation. Harry de Guss, lui, son avis et la façon dont il va faire évoluer Shell, c'est que justement le leader n'est pas là non plus le sachant, mais plutôt quelqu'un qui doit être à même d'apprendre, de se remettre en question et de donner l'exemple à ses collaborateurs de sa capacité à justement faire évoluer ses modèles mentaux pour accompagner le changement inhérent à l'environnement qui est en évolution permanente. Donc le processus de décision lui-même, c'est pas un processus cognitif, mais c'est un processus qui est en émergence et qui est en construction perpétuelle à travers les échanges, à travers les hypothèses, les remises en question, la confrontation. Ça, c'est important. Il faut qu'il y ait confrontation, il faut qu'il y ait capacité et liberté de s'exprimer pour que justement le fruit de ces échanges devienne la prise de décision. Donc la prise de décision, c'est une conséquence et pas un point de départ. Le troisième point, alors juste une chose qui va sans le disant, hein, mais qui va mieux en le disant justement, c'est que pour qu'il y ait ce processus de décision qui soit un processus collaboratif et co-créatif, il faut bien sûr qu'il y ait un droit à l'échec. Au sens, il faut qu'il y ait un droit à l'erreur, il faut qu'il y ait euh, la prise de conscience que ce n'est qu'en disant des bêtises par moment, ou en tout cas en ne se censurant pas, qu'on peut arriver à justement une décision partagée. Donc l'espace doit être sécure, il parle de tolérance organisationnelle. Et enfin, le troisième point, chez Harry De Geus, qui est intéressant à mettre en lien avec les travaux de Peter Senge, c'est la notion de l'apprenance, non pas comme une dimension seulement individuelle, bien sûr qu'elle est individuelle, mais lui, il est convaincu qu'au-delà d'être individuelle, elle est collective. En fait, c'est parce qu'il y a apprenance collective qu'il y a apprenance individuelle. Et, euh, et il va beaucoup, comme lui aussi il est passionné de biologie, il va beaucoup utiliser les images, ou l'image plus exactement, des vols d'oiseaux, euh, et de cette capacité. On voit souvent les étourneaux, hein, qu'on prend pour illustrer l'intelligence collective. Donc cette capacité à s'ajuster en fonction de l'environnement, chaque oiseau étant conscient de l'ensemble du système et en même temps de sa position dans le système et de la nécessité perpétuelle d'être à la fois dans le macro, dans la vision globale, et puis dans ce qu'il a, lui, à faire pour rester dans le vol et dans le collectif. Donc, cette notion d'apprentissage collectif est essentielle. Euh, on dit qu'on voilà, on n'apprend jamais seul, on apprend toujours avec les autres et par les autres. Et c'est vrai que ce qui est intéressant d'observer, c'est que depuis des années maintenant, on s'est beaucoup axé dans les organisations, et a fortiori les plus grandes organisations. On a beaucoup travaillé sur les grands plans organisationnels de développement de compétences, bon, et surtout ensuite avec l'arrivée justement de tout ce qui était e-learning et autres. Donc on a beaucoup travaillé sur le macro, on a beaucoup travaillé sur le micro, c'est-à-dire l'apprentissage individuel, notamment pour passer d'un job à un autre, avec différents steps. Enfin, bon. Et par contre, on s'est peu intéressé, et même dans la recherche, hein, et la littérature, on s'est peu intéressé à l'apprentissage justement méso, c'est-à-dire apprentissage au niveau de l'équipe. Or, euh, l'idée, c'est que c'est à ce niveau-là que se fait l'innovation. L'innovation, ça vient rarement d'une seule personne. Par exemple, en médecine, ça vient souvent d'une équipe. Alors, il y a quelqu'un qui lead l'équipe, oui, mais on dit c'est l'équipe de tel labo, c'est l'équipe de... Et finalement, l'innovation, elle se diffuse par contagion de l'équipe, d'une équipe, dans l'ensemble de l'organisation. Bon, il est 13h15, il nous reste 15 minutes. Peut-être juste résonance par rapport à ça. Oui, Non? bonjour Jean-Marc. Oui, Renaud, Gérard.
Euh, j'ai une interrogation par rapport à tout ça autour de la permanence de ce triptyque apprentissage, processus de décision et compétences collectives versus individuelles. Je m'explique. Quand je parle de permanence, c'est que je- de mon point de vue, je vais la raconter comme ça. Dans l'entreprise dans laquelle je suis, il y a eu en fait ce triptyque de revisiter en fait ce qu'on savait parce que la nature des transformations dans ce secteur-là sont tellement considérables qu'il faut revisiter l'ensemble du business et qui donc il a fallu ouvrir les chakras et donc apprendre à penser autrement. D'autre part, dans le processus de décision aussi, ce qui a été fait à ce moment-là, ça a été de, comment dirais-je, de fédérer un certain nombre d'acteurs, une centaine de mémoire, autour de cette réflexion-là sur les transformations à piloter et à repenser, à apprendre de tout ça. Et donc, dans un collectif, en fait, qui a appris d'une situation et qui a bâti une réponse. Et donc, il y a, pour moi, dans la représentation des choses, il y a ce temps d'apprentissage collectif très particulier qui va permettre de livrer, en fait, à un moment donné, une stratégie, mais après va revenir le temps de l'exécution, le temps de... Et donc, perdre cette dynamique d'apprentissage au profit d'une réalité d'urgence, d'opérations à traiter, de choses comme ça. Et donc, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans l'exemple de Shell, ce que je comprends, c'est que c'est une situation de crise qui est catalyseur, comme à chaque fois, de ça. Et l'idée, en fait, c'est que ce qui a été mis en place à l'époque, est-ce que c'est pérenne ou au fond, est-ce que c'est simplement savoir construire ce triptyque à des moments précis Mhm. pour pouvoir durer. Mhm. Voilà. Alors, bon, effectivement, le sujet mériterait qu'on ait plus de temps pour le développer. Moi, je vais vous dire mon ressenti à ce stade-là, c'est que euh, dans l'expérience que j'ai eue, moi, à L'Oréal, ou aujourd'hui en accompagnant dans ce que vous dites, c'est que finalement, bah, c'est comme si quand il y a un moment d'urgence, un collectif, mais on le voit même dans la société, bien sûr, un collectif est capable de se hisser à un niveau de conscience, à un niveau de non seulement de conscience, mais aussi de capacité à faire en collectif, qui dépasse bah, ce qu'on faisait jusque-là, parce qu'il y a cette urgence, et puis que dès qu'on revient, alors à ce que Singuet appelle l'homéostasie organisationnelle, c'est-à-dire que dès qu'on revient à une forme d'équilibre, justement, bah, on oublie c'est un peu comme quelqu'un qui a des kilos à perdre et puis il va faire un régime et puis beaucoup d'activités pour perdre ses kilos et une fois qu'il a perdu les kilos en question, se remet à manger, à boire comme avant. Il reprend ses kilos. Donc c'est comme si euh, on avait enfin une difficulté déjà à l'échelle individuelle mais aussi organisationnelle à être dans le et. Voilà. Comme si quand on était dans l'action, on ne pouvait pas réfléchir. Alors que, effectivement, dans les travaux de Gus et puis bien sûr de Peter Senge après, bah, par exemple, tout ce qui est boucle de feedback est essentiel. C'est-à-dire que c'est sans arrêt, que ça marche ou que ça marche pas, sans arrêt, on s'interroge sur ce qu'on a fait. Bon, il y a l'exemple classique des forces spéciales, par exemple. Chaque fois après une opération, ben, on débriefe systématiquement. Donc là où je vous rejoins, c'est sur le fait que très souvent, une fois qu'on a réussi à franchir la marche qui était un obstacle à l'origine, et la source d'ailleurs de la remise en question et de l'énergie pour découvrir de nouvelles façons de faire, ben, on a tendance à s'arrêter à ce seuil-là. Or, dans un processus de vivant, puisque c'est ça l'idée aussi de Harry de Guss, l'organisation est vivante. Donc, étant vivante, bah, elle est d'une certaine façon condamnée à apprendre parce tant qu'elle est vivante, elle doit apprendre, se développer pour s'adapter. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais pour moi, c'est vraiment cette idée que c'est pas un temps où on pense, on se remet en question, et un temps où on fait et on arrête de penser. C'est vraiment une boucle perpétuelle. En tout cas, c'est ce que propose Singuet, et c'est l'une des idées essentielles justement de l'organisation apprenante. Merci. Je vous en prie.
Mais ça mériterait bien sûr d'en parler davantage. Une autre résonance peut-être? Bien, je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est très, très agréable d'entendre ça parce que ça a été ma principale mission depuis plus de 25 ans, de proposer aux entreprises de sortir les équipes et de leur permettre de vivre des expériences en faisant éventuellement des erreurs tout simplement prendre conscience du bon fonctionnement, qu'est-ce qui va faire qu'on va résoudre un problème ou qu'on va créer des nouvelles choses. Donc j'arrête là la page de pub, mais en tout cas, c'est ça notre activité encore actuelle. On fait, ça s'appelle Eagles Team Experiences, donc c'est que ça, faire des expériences et en tirer les enseignements. Merci en tout cas, c'était très, très intéressant. Mais je vous en prie. Est-ce qu'il y a une dernière résonance? En compétences, et puis en rebondissant sur des échanges que j'ai avec les différents membres de Renault qui sont actuellement connectés, euh, cela fait du bien en fait à entendre tout ce qui vient d'être partagé, parce que ça fait écho avec ce que l'on vit versus ce vers quoi on souhaiterait tendre. Et c'est intéressant de voir que d'autres l'ont fait. Et par conséquent, c'est inspirant. Ensuite, de voir par là où on veut commencer. Mais la notion du et, euh, ce simple, cette simple conjonction de coordination est ultra importante en fait. Et ça revient à ce que je mentionnais antérieurement sur la, comment est-ce que l'on se positionne par rapport au temps Ouais, et notre capacité à nous donner du temps, qui nous Absolument. permettrait d'avoir le et. exactement. Et c'est crucial, essentiel de prendre ce temps mais c'est comme, enfin je vais prendre un exemple trivial, mais c'est comme dans le sport. Si on est en compétition perpétuelle, bah, il y a un moment, on explose. Donc, il y a du temps d'entraînement, il y a du temps entre deux matchs, il faut bien se poser, il faut bien tirer les leçons de ce qui s'est passé au match précédent pour préparer le suivant. Et c'est pour ça qu'on parle de boucle d'apprentissage et de boucle de rétroaction, parce que c'est ça, l'approche systémique. C'est que, on agit, on observe. Ce qui s'est passé, pas seulement le résultat, parce qu'en fait, euh, le truc, c'est qu'on est super orienté résultat. Et résultat court-termiste, parce que résultat financier, tout ça. Alors que bien sûr, D-Hawk et, euh, et Harry de Gus, ils portent cette idée du vivant, hein. Donc cette idée du vivant, c'est pas du court-termisme. Dans cette idée du vivant, il y a l'idée aussi de l'environnement, des parties prenantes, de l'écosystème. Enfin, c'est pour ça que si on avait plus de temps, on pourrait développer, mais le temps est essentiel. Le rapport au temps est essentiel. Et effectivement, là aussi, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on peut pas faire fi du court terme parce que, il y a une pression, et il y a une compétition, et il y a une évolution qui met enfin, qui nous oblige à être réactif, donc agile quelque part. Mais si on est enfermé dans le court terme, bah, c'est pas comme ça qu'on va survivre dans les années qui viennent parce que il faut aussi anticiper le long terme, en tout cas s'y préparer. Et ce qui est extrêmement difficile là aussi, c'est d'être dans le et. Comment je gère le court terme et le long terme. Voilà. Et finalement, l'une des idées de l'organisation apprenante, ben, c'est d'être sans arrêt dans cette tension. Peter Senge parle de tension créatrice, hein, sur le plan individuel pour le leader. C'est cette tension entre le court terme et le long terme, tension entre le chaos et l'ordre, tension entre la compétition et la coopération. C'est, on est rentré dans le monde de la complexité, donc dans le monde du et pas dans le monde cartésien, alors pour nous Français en plus, un du ou. Voilà. Juste pour terminer, je voudrais bah, venir finalement à ce qui a émergé donc dans la réflexion ensuite de Peter Senge. Donc là, vous avez les 5 disciplines, hein, avec cette idée qu'on développe en continu, justement, c'est ça qui est important, on continue sa capacité à apprendre en collectif pour construire le futur. Et Peter Senge va au-delà de la survie, c'est-à-dire que c'est pas seulement apprendre pour survivre, c'est apprendre pour créer son futur. Voilà, apprendre collectivement pour créer son futur. Donc, il y a
Il y a, comment dirais-je, le premier stade, c'est je subis. Le deuxième stade, c'est je survis. L'idée, en tout cas la quête de l'organisation apprenante, c'est au-delà de je survis, je suis capable de créer mon futur. Voilà, avec cette énergie qu'on va retrouver donc dans les 5 disciplines que vous voyez là, hein, et qui finalement traduisent ce que j'ai voulu partager avec vous, des inspirateurs qui ont été Dee Hock et Harry De Geus, avec la vision partagée. Bah oui, il y a une vision partagée dont nous parle D-Hawk dans l'émergence de ce réseau organique qui est Visa. Il y a une vision partagée. Il y a une vision partagée qui n'est pas seulement la vision de D-Hawk, hein, mais c'est bien la vision petit à petit partagée par tous les acteurs du système, c'est-à-dire toutes les banques, tous ceux qui vont, comme vous et moi, prendre une carte Visa un jour. Donc, euh, c'est la vision partagée version Visa, c'est la vision partagée aussi version Shell avec donc ces cadres qui, à travers des hypothèses et à travers le jeu, font émerger donc une vision partagée. La maîtrise personnelle, la maîtrise personnelle, D-Hawk en parle très bien, puisque lui, il dit dès le départ que dans son bouquin, il livre ses doutes, ses questions, ses peurs, enfin tout ce qui anime un leader, hein, ou qui devrait animer un leader humain, c'est-à-dire dans la maîtrise personnelle, il y a cette notion de travailler sur soi tout au long de la vie, hein, et donc dans toutes les dimensions, c'est un peu la notion de développement personnel qui, il y a encore quelques années, était complètement tabou dans l'organisation. Les modèles mentaux, les modèles mentaux, c'est complètement les jeux dont je vous parlais avec Shell, hein, c'est cette capacité à prendre conscience, à identifier les modèles mentaux qui sont les autres. On pourrait parler d'a priori, on pourrait parler de, de- d'ailleurs de ce qui fait souvent la culture d'une organisation, hein. Moi, je trouve ça marrant quand quelqu'un arrive dans l'organisation, la première chose à laquelle il est confronté, c'est aux modèles mentaux de cette organisation. C'est-à-dire, ah ben, chez nous, c'est comme ça. Attends, t'as pas compris, hein, chez nous, ça se passe comme ça, hein. Bon, là, on est sur les modèles mentaux. Et ces modèles mentaux, la plupart du temps, ils sont inconscients. Et puis, plus on reste dans une organisation, plus on les a intégrés, ces modèles mentaux. Donc, on les refile aux autres, hein. C'est contagieux dans l'autre sens. Donc, les modèles mentaux, effectivement, comment on en prend conscience, comment on les identifie, à la fois, c'est important parce que c'est ce qui a fait qu'on était là, mais en même temps, potentiellement, c'est ce qui nous enferme aussi pour penser out of the box et imaginer et créer notre futur. Donc, travailler sur les modèles mentaux. Apprendre en équipe, ça, c'est l'histoire des oiseaux de Harry de Guss, hein. C'est que, voilà, on apprend toujours avec les autres et par les autres. Et donc, il y a cette idée aussi de dialogue permanent. Aujourd'hui, on parlerait de sécurité psychologique au niveau de l'équipe, voire plus largement au niveau de l'organisation, pour que justement on puisse tester de nouvelles idées, un peu comme une équipe laboratoire, hein. Donc, il donne plein d'exemples, j'ai pas pu rentrer là-dedans, mais de pratiques concrètes, hein. C'est-à-dire, effectivement, laisser des équipes tester des choses. Voilà, avec le bénéfice que peut-être ça marchera, c'est-à-dire ne pas avoir là aussi une vision seulement du résultat à court terme de ce que ça doit produire, mais accepter que peut-être ça produira pas ce qu'on imagine, mais on va apprendre quelque chose par contre de cette initiative. Et enfin, la pensée systémique, alors aussi bien dans Visa que dans Shell, c'est comment on tient compte aujourd'hui de cette complexité et de cette interdépendance qu'on a bien vu au moment du Covid, hein. Je pense que pour plein d'organisations et pour plein de gens à l'échelle individuelle, justement, ça a été aussi cette prise de conscience qu'on était très interconnectés, interdépendants, et que donc, si chacun voit seulement midi à sa porte, ça résout absolument pas et ça résoudra pas, en tout cas, ça ne nous donnera pas les cadres dont on a besoin aujourd'hui pour faire face à des défis qui se posent à l'échelle du collectif et à l'échelle même de l'humanité. Il est 13h30. Donc ça, bon, vous pouvez pas être plus précis finalement. Peut-être pour terminer, je sais pas, juste un mot de chacun.
parce que je veux pas, voilà, je veux pas vous. Donc voilà, peut-être un mot de réaction rapide. Moi, j'ai le sentiment que on vit des polarités de plus en plus fortes. Je m'explique. Entre un monde d'orientation, de prescription, et un monde de co-construction et de d'autodéfinition de son futur, etc. Et on vit des polarités de plus en plus fortes. Alors peut-être parce que d'abord le deuxième concept, s'est énoncé de façon explicite, et puis ça répond à des aspirations. Mais honnêtement, on vit une espèce de dissonance là entre impossible et une réalité. Voilà. Mhm. Mhm. Absolument. C'est marrant, dans ce que vous disiez, impossible, j'entends impossible. Oui, mais justement, c'était Et- à dessein. Je l'ai dit À comme ça. Ok, chacun de le merci. lire. Merci, merci. Qui d'autre, Oui, peut-être, merci. rapidement? Je Merci. rejoins, Pardon. allez-y. Allez-y. Je rejoins Jean-Marc, je travaille également chez Renault avec Jean-Marc et Audrey. Donc merci pour ce moment de respiration et d'inspiration. Ça fait vraiment du bien, mais effectivement, ça soulève beaucoup d'interrogations sur la mise en place de, j'espère, ce possible qui ne sera pas impossible. Euh, Et la merci. notion du temps est presque des injonctions contradictoires avec lesquelles on doit se démêler au quotidien. Ouais, absolument. Ben, je pense que la nature, hein, et on revient à ces rencontres de l'Observatoire avec Olivier Hamon notamment, la nature a déjà commencé depuis un moment à nous rappeler à l'ordre et va remettre les pendules à l'heure. Oui, ne l'oublions pas. Pas dans la douceur a priori, mais bon. Ok, autre mot, peut-être? Music to my ears. Donc, merci. Et parce que Génial. ça a justifié tout ce que vous avez dit, toutes mes convictions depuis de nombreuses années et les activités que nous avons proposées aux entreprises. Merci. Merci Guy. Clémence, Valérie? Oui, bah, moi je rejoins un petit peu ce que disaient Guy, Marion, Audrey. Enfin, effectivement, en tant que DRH et aujourd'hui consultant, ça sonne évidemment dans mes oreilles très très bien et dans mes convictions. Peut-être quelque chose de plus. Moi, j'ai été et je suis toujours prof à l'université et Dieu il faudrait travailler aussi avec l'éducation nationale sur ce genre d'organisation parce qu'il y a vraiment du travail, quoi. Il y a du travail. Bon, merci. Voilà, merci. Clémence? On vous entend pas, Clémence. On vous entend pas. Pardon, j'ai oublié de descendre le micro. Alors moi, je suis conceptrice multimédia, donc je suis vraiment une actrice de terrain et du coup, c'est quelque chose vers lequel l'équipe veut tendre, mais en même temps, c'est difficile en tant qu'acteur de terrain quand ça vient pas finalement de nos leaders. Voilà, pour moi, ça a beaucoup Ah, d'interrogations et ouais, je sais qu'on veut tendre vers ça, mais le chemin va être très long et ça va être plein de petits pas. ouais. Voilà. Et du coup, Bah, c'est il faut se mettre en complexe. chemin. Il faut Oui, se mettre en chemin après l'autre. c'est ça. Ok. Merci. Est-ce que Marion, vous êtes exprimé, je crois? Oui. Jean-Marc aussi. Bah, c'était un plaisir. Merci de votre participation. Effectivement, c'est court, donc l'idée c'est plutôt d'inspirer et de vous encourager, puisqu'il y avait plusieurs personnes qui étaient curieuses à aller plus loin, et on sera ravis, en tout cas, comme le disait Séverine, de vous accueillir dans le cadre des premières rencontres de l'Observatoire en 27-28 novembre, si vous voulez, puis voilà, de faire davantage connaissance avec Solfrance. Merci à vous, Merci beaucoup. Merci. bon week-end, Bon Merci. week-end. au Merci, revoir. Yannick. Merci de nous Au revoir. Au revoir.